Bonjour Vladimir. Bonjour Anne. Quand on regarde le paysage universitaire français aujourd'hui, on a l'impression que les études russes, c'est quelque chose de vraiment très installé, assez développé. Presque dans toutes les grandes universités françaises, il y a des études russes. Il y a des chaires d'histoire de la Russie, même s'il y en a moins que des départements de civilisation. Il y a en fin de compte le centre russe de l'école des études en sciences sociales. Mais est-ce que c'est tellement... Après tout, c'est peut-être pas complètement exact de dire que ça a toujours été comme ça. Et notamment, est-ce que dans ta jeunesse, quand tu commences tes études universitaires, c'était déjà le cas? Non, c'est-à-dire, non, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais toujours, si j'ose dire. Sans dire d'ailleurs que le centre russe de Cersec soit le seul et grand puissant centre de rayonnement sur toute la France, le paysage était assez différent. C'est-à-dire qu'il y avait une discipline qui était plutôt la slavistique, études slaves, institut d'études slaves, et toutes ces choses-là, qui ont été mises en place, qui se sont mises en place, on peut dire depuis le début du siècle, en gros, et surtout après la guerre de 14, avec la création de l'Institut d'études slaves, avec l'aide du gouvernement tchécoslovaque. Et c'est une discipline qui avait bien fait son trou avant la guerre déjà, avec quelques grands noms quand même, hein, Pierre Pascal, Mazon, enfin tous ces gens-là. Et après la guerre, ça s'est implanté dans les universités. Donc la chaire d'histoire des Slaves, je ne me rappelle plus l'année, mais je crois que c'est avant la guerre hein, déjà, la chaire d'histoire des Slaves à la Sorbonne. Je crois que c'est dans les années 20. Et Pascal a hérité de cette chaire. Je ne sais plus très bien en quelle année. Alors, le paysage a changé après la guerre parce qu'il y a eu tout ce gros appel d'air de l'enseignement du russe, l'attrait de l'URSS, même malgré la guerre froide, mais surtout après 1956, et le dégel. Aussi la création des universités, par exemple Paris 10, Paris 8, ça n'existait pas avant 1968. Et tout ça, je dis avant 60, oui c'est ça, je ne me trompe pas. Et tout ça a contribué à développer des chaires, je ne sais plus très bien comment ça s'appelait, des unités d'histoire, pas d'histoire, pardon, mais d'études russes et slaves. Donc c'était vraiment la slavistique. Et alors il y avait langue, littérature, et puis un peu d'histoire. On a appelé ça assez rapidement civilisation, ce qui est d'ailleurs assez révélateur, je crois. Parce que finalement c'était un modèle calqué en quelque sorte sur les grandes aires culturelles exotiques, comme Chine, Inde, etc. Orientalisme, c'est un peu comme ça que se sont développées les études de russe en France, et même à l'origine finalement, avec l'école de langues orientales. Ce qui a changé, je dirais dans les années 60 surtout, c'est le développement d'études de sciences sociales, et en particulier d'histoire, mais pas seulement, puisqu'il y avait économie, droit, etc., avec l'impulsion de Brodel, sans aucun doute, puisque avec la 6e section, devenue plus tard EHESS, et les aires culturelles, il avait le souci dès le début de développer des études concernant l'histoire de la Russie. Voilà, pour le moment. Enfin, on peut continuer beaucoup sur ce sujet. Mais peut-être je vais dire quelques mots sur ce que j'ai trouvé quand je suis arrivé. C'était un peu le sens de ma question, oui. Oui, oui. Quand j'ai fait mes... Oui. Déjà, pourquoi tu choisis la Russie? Est-ce que c'est surtout pour des raisons familiales? La présence de cette culture russe dans ta famille, dans ton enfance, dont tu parles aussi dans ton livre, le livre de Jacob que tu consacres à ton père. Ou est-ce que c'est une autre raison? Non, c'est la raison essentielle, c'est celle-là.
c'est même des raisons d'études. C'était bien, je possédais le russe très très bien, et pour entrer à l'école normale, c'était quand même un atout de taille. C'est vrai que j'ai commencé à faire une double licence après, parce que je n'avais pas envie de rester dans le domaine du russe, ça m'a toujours poursuivi, ça. C'est-à-dire de ne pas m'enfermer complètement là-dedans. Mais finalement, j'ai opté pour cela. Alors, il n'y a peut-être pas seulement des raisons de paresse, en effet. C'est-à-dire que le poids familial et le poids du pays que vous connaissez sûrement très bien, que tu connais sûrement très bien aussi, c'est un pays qui n'est pas léger, et donc on a envie de faire quelque chose avec ça quand on a ça sur ses épaules, ou alors le balancer complètement. Mais on ne s'en débarrasse pas très facilement. Mais justement, très jeune déjà, bon, tu commences le russe, est-ce que tu as une attitude particulière vis-à-vis de la Russie? Pas seulement cette connaissance de langue et de culture, mais de la Russie actuelle, enfin actuelle de l'époque. Alors, alors là, ça nous revient à la première question. Donc je suis arrivé en plein dans la slavistique, entre guillemets, et comme beaucoup d'étudiants de l'époque, j'étais de gauche, même d'extrême gauche, et sans être totalement favorable à l'URSS, il y avait quand même un plus, je dirais, sur le graphique, ce qui fait qu'au départ, il y avait quelque chose à découvrir. Bon, ça a été découvert, mais pas de la façon dont je croyais au départ. C'était un peu aussi, comment dire, un état d'esprit dans ce tout petit milieu des étudiants de russe de Paris. À l'époque, c'était bon, le futur Paris 4, disons. Hein. Mais après, il y a eu donc Vincennes, devenu Saint-Denis, et puis Nanterre, et Languedoc, c'était les 4 pôles. Mais en gros, un peu partout, il y avait un vent de renouveau qui soufflait contre la vieille slavistique, qu'on accusait de s'enfermer dans la grammaire, la philologie et le Moyen-Âge, et de ne pas découvrir le pays nouveau. Et c'était vrai en grande partie, enfin, pas presque entièrement vrai, je dirais. Il suffit de dire que Pierre Pascal se refusait totalement à toute étude de quoi que ce soit au-delà de 1917. C'est pas qu'il bloquait, évidemment, c'était pas un dictateur, mais enfin, lui-même s'arrêtait en 17. C'est très très simple. Pour des raisons d'attitude politique. Oui, et personnelle aussi, puisqu'il y a eu un engagement pour la révolution de 17, le régime bolchevique, la déception, le retour en France et son investissement dans le Moyen-Âge russe, finalement. Enfin, le Moyen-Âge, la Russie ancienne. Et il y avait cela. Alors, il faut savoir, par exemple, que l'université de Vincennes, la slavistique, s'est créée contre, enfin, disons, en porte-à-faux un petit peu avec cet esprit, puisqu'il s'agissait d'étudier l'URSS actuelle, la littérature soviétique qui n'était presque pas présente, ou pas du tout présente dans les études, etc. Donc, je suis arrivé là-dedans, et alors après ça... Il y a beaucoup de choses à dire. Pourquoi est-ce que je me suis orienté vers l'histoire? Parce qu'à l'époque, je ne sentais rien du tout de tout cela, je ne connaissais rien. De toute façon, je ne connaissais rien dans l'absolu, mais en particulier pour ce qui est de l'histoire, parce que je n'avais pas fait d'études d'histoire. Et on en faisait très peu à la Sorbonne, c'était 3 fois rien, vraiment. Alors qu'à côté, il se faisait des choses en histoire, justement, dans la future école de hautes études. Et j'ai eu, comment dire, alors ce qui m'intéressait à l'époque, c'était les formalistes russes, ce genre de choses. Donc les études littéraires, purement littéraires. Et c'est l'année en URSS qui a sans doute changé les choses. Parce que tu es parti une année entière vivre en URSS. Oui, c'est ça. Alors, de toute façon, ce n'était pas une aventure. Enfin, c'en était peut-être une, mais disons que ça faisait partie du cursus normal à l'école normale supérieure. Pour ceux qui faisaient une langue, ils partaient une année dans le pays. Mais, donc, j'ai fait 1 an... Et c'était facile de partir en Russie? La Russie accueillait volontiers des étudiants comme ça, comme toi? Ah, c'était prévu. Ça faisait partie des accords entre le gouvernement français. Parce que le russe, je ne crois pas que le russe venait en France. Si, mais en général, ils avaient un âge tout à fait différent. Ce n'étaient pas forcément des agents, parce que j'en ai connu un, par exemple, peut-être, évidemment, je ne vais pas
toute façon, je ne vais pas parler comme ça des gens, mais c'était souvent quand même mais c'était déjà des professionnels. Et des gens qu'on choisissait, évidemment, il fallait qu'ils montent patte blanche, etc. Mais il y en avait. Normalement, c'était un échange. Mais simplement, là-bas, ils étaient choisis, comme vous pouvez imaginer. Tandis qu'ici, il y avait des étudiants, des simples étudiants. Et pour Normal Sup, c'était un droit. Enfin, si je n'avais pas voulu y aller, je n'y serais pas allé, mais j'ai profité de l'occasion. Et quelle université tu as choisi? Alors, est-ce que je ne suis pas sûr d'avoir choisi, parce qu'il me semble que j'avais demandé Moscou. Ah non. Non, on m'a dit d'avance, ça serait Leningrad. Et j'ai fait un choix, j'ai voulu être sous la direction de Vladimir Prop, qu'on a, comment dire, assimilé au groupe des formalistes, ce qui n'est pas très exact, mais enfin qui était quelqu'un qui m'intéressait beaucoup et que j'estimais beaucoup. Qui a travaillé sur le folklore, le conte populaire, c'est cela, qui a formalisé le conte populaire. Oui, oui. Alors toujours paresseux, j'avais voulu mettre en exploitation, si je peux dire, ou valoriser tout mon capital de mon enfance, parce que je connaissais énormément de contes russes absolument par cœur. Alors je me suis dit, ben voilà, c'est l'occasion rêvée d'essayer de faire quelque chose avec ça, sous la direction du maître, puisqu'il avait justement écrit beaucoup sur le conte. Et quelle était ton impression des études philologiques à Leningrad à l'époque? Alors, bon, d'abord, j'étais quand même un peu préparé, un tout petit peu à ce qui m'attendait, mais pas à ce point. C'est-à-dire je suis tombé, alors 67, donc 66-67, c'est la fin du dégel, on peut dire. Je crois que ce n'est pas, les historiens de cette période ne me contrediront probablement pas, puisque c'est après la chute de Khrouchtchev, après le procès Signevski, mais c'est quand même avant l'invasion de la Tchécoslovaquie. Donc il y a quand même encore de beaux restes. Mais on sent, en tout cas à Leningrad c'était très net, mais je pense que c'est plus fort même à Leningrad qu'à Moscou, probablement, à cette époque-là, se formait toute une poche, pas de fronde, le terme n'est pas bon du tout, mais disons d'opposition, opposition de cuisine, c'est-à-dire des gens qui sont dans les professions, dans l'université, l'enseignement, etc., et qui sont très mécontents du régime. Dans l'édition aussi. Comment? Dans l'édition. Dans l'édition, effectivement. Et alors, à l'université de Leningrad, c'était pour moi particulièrement fort. Peut-être j'ai trop accusé les traits, d'ailleurs, à l'époque. Bon, c'est aussi à Genève, j'avais 20 ans. Donc j'ai peut-être exagéré certaines choses. Mais j'avais vraiment l'impression que c'était blanc et noir. C'est-à-dire, il y avait des gens comme Prop, Etkind, qui avait déjà eu des ennuis, quelques ennuis, mais pas beaucoup. C'était blanc. Et le noir, c'était la plupart des professeurs que j'ai entendus à l'université de Leningrad, je les vomissais. Il y en avait un ou deux qui n'étaient pas désagréables, mais j'ai appris qu'ils avaient été lâches, traîtres, tout ce qu'on veut, et je ne les supportais absolument pas. Pas personnellement, parce qu'ils n'avaient pas affaire à moi, mais j'ai presque immédiatement cessé d'aller à leurs cours, ça ne m'intéressait pas, et d'ailleurs, effectivement, ce qu'ils ont produit n'était absolument pas intéressant, disons, du point de vue... si vous voulez, quand même, en France, on avait appris à avoir des idées. Il fallait absolument avoir des idées, de façon un peu exagérée. Bon, là-bas, j'ai vu ce que c'est que de ne pas avoir d'idées, et de répéter comme un perroquet les idées qui se trouvent dans les manuels, l'idéologie officielle, etc. Alors voilà, donc c'était... ça m'avait tellement frappé que j'avais même tenu, c'est dommage j'ai jeté ça, j'avais tenu des carnets en faisant des portraits de certaines gens, pas dessinés, mais essayer de comprendre comment ils fonctionnaient. Je trouvais ça très très bizarre, j'avais jamais vu de gens comme ça. Des gens qui étaient de 60 ans, 70 ans, qui avaient traversé tout ça. Alors pourquoi est-ce que c'était spécifique? Je crois que oui, parce qu'il faut se rappeler que l'université de Leningrad a été balayée par une tempête dans les années 40, 50. Une vraie tempête. Prop était quelqu'un de terrorisé. Ça a été un des grands chocs pour moi, à l'époque, quand j'ai vu ses mains trembler, littéralement, quand je lui ai demandé est-ce que je pourrais participer à une expédition avec les étudiants pour aller dans les villages, recueillir des chansons. Je l'ai vu trembler, alors qu'on avait des relations de confiance, il m'aimait beaucoup, et réciproquement, donc il aurait très bien pu me dire tout simplement, non, vous savez, c'est pas possible. Il a eu peur. Et finalement, tu es allé ou pas? Ah ben non, c'était effectivement totalement impossible, impensable. Ben, non. Et ce séjour
Donc, si je comprends bien, tu as orienté de l'étude de littérature plus vers l'étude de l'histoire, puisqu'ensuite tu fais une thèse purement historique. Oui, si on peut dire, oui. C'est-à-dire, c'était pas tout de suite après, hein, parce qu'il y a eu une longue période, mais j'ai eu un choc, comme beaucoup de gens qui ont séjourné dans le pays, qui ne le connaissaient pas. Hein, je crois que je ne suis pas le seul, hein, c'est pas très original, mais un choc, et d'autant plus que j'avais quand même d'abord le fait que je connaissais la langue, la culture par ma famille, donc je me sentais un peu de l'intérieur, mais d'un intérieur que je n'avais jamais expérimenté avant. Et d'autre part, aussi parce que, avec ces idées d'extrême gauche, ça a été un choc de ce point de vue. Donc j'ai mis pas mal d'années à digérer. Dans le tour de mes lectures, j'avais lu tous les formalistes, etc. J'étais un peu déçu par Propp lui-même, mais disons parce qu'il voulait me faire faire. Et donc ça m'a éloigné. Je n'ai plus eu envie de faire de la littérature. Et ce qui est devenu plus obsédant, c'était de comprendre ce régime et ce qui s'est passé dans ce pays. Donc, histoire peut-être, oui, certainement, parce que les motivations de quelqu'un qui se lance dans des études historiques, c'est toujours intéressant. Hein, c'est jamais, ça ne tombe pas du ciel en général. Mais c'était vraiment concentré sur le régime soviétique. Et donc, quand j'ai découvert Alain Besançon par mes lectures, je suis allé le voir. Et aussi, c'était l'ambition, puisque j'avais raté ma fin d'études à cause de mai 68. Donc, j'ai voulu reprendre à un moment. Et je me suis dit, je vais faire une thèse, voilà, de 3e cycle à l'époque. Donc, je suis allé le voir. Et donc, je me suis engagé dans cette thèse, en effet, si en 77. Si je ne m'abuse pas, Alain Besançon, lui, était violemment anti-soviétique depuis toujours, non? Tout à fait exact. Au moment où je suis allé le voir, oui, depuis pas mal de temps, pas depuis toujours, parce qu'il a été communiste comme tout le monde. Hein. Mais au moment où je suis allé le voir, je ne suis pas allé le voir pour ça. C'est-à-dire, il commençait à écrire sur l'URSS, mais toute mon admiration était due à son livre, Le Tsarevitch immolé, qui était aussi une autre façon de parler de littérature, puisque c'était, disons, une sorte de grille psychanalytique de lecture de certains auteurs. Mais au-delà, il y avait une réflexion sur la symbolique de la loi en Russie, et donc ça m'intéressait beaucoup. Et en même temps, il y avait donc ce régime soviétique, et j'ai lu lire 1 ou 2 petits articles de lui, et je me dis, tiens, c'est l'homme qu'il me faut. Voilà, donc c'est comme ça que c'est arrivé. Il était effectivement très violemment anti-soviétique au moment où j'y suis allé. Et même, il ne m'encourageait pas spécialement. Il m'avait dit, mais pourquoi vous faites des études d'histoire russe, c'est pas intéressant. Pourquoi vous ne faites pas quelque chose pour l'histoire espagnole, par exemple? Je dis, je n'ai pas les compétences du tout. Mais c'est toi donc qui définis ton sujet, l'école soviétique. Oui. Oui, j'ai entièrement inventé mon sujet. Oui. Et pourquoi? Alors, l'école soviétique, j'essaie de reconstituer, en fait. C'était le choc de Leningrad, hein, ça c'est sûr. Ah oui, et il y avait quelque chose initialement aussi à Leningrad, c'est que les stagiaires, quels qu'ils soient, étaient affectés à l'Institut Herzen, qui était une sorte d'école normale, pas d'instituteur, enfin c'est un institut chargé de former des maîtres d'école, mais pas école primaire, hein, c'est plus haut. Et là, j'avais l'impression de toucher quelque chose qui était vraiment au cœur de ce que j'essayais de trouver comme explication à propos de ces professeurs d'université qui est des espèces de robots, je ne sais pas, enfin j'avais l'impression de gens qui avaient cessé d'être humains. Bon, tout ça, je parle, c'est au passé, hein. Je ne dirais pas ça maintenant. Et j'avais eu l'impression que dans tout ce qui est scolaire, on touche vraiment le cœur du système. Voilà, donc c'est pas forcément idiot. Hein. Non, ce qui me paraît parfois du tout. Et voilà, c'est pour ça que j'avais choisi l'école. Mais ça devait être difficile de travailler en France à l'époque sur un sujet pareil qui demande quand même sans doute beaucoup de consultations empiriques. Comment tu faisais à l'époque? À quoi on avait accès? On avait accès uniquement aux sources imprimées, bien entendu. Je n'étais même pas allé dans le pays.
Tu n'es pas revenu? Tu n'avais pas la possibilité de... Si, alors j'essaie de me rappeler. J'étais retourné une fois pour un mois. J'enseignais le russe dans les écoles, dans les lycées, et donc il y avait un voyage de professeur. Ça devait être en 74 ou 15, je ne me rappelle plus très bien l'année. Et j'étais tellement, pas dégoûté, c'est pas le mot, mais complètement consterné, affligé, que je m'étais dit, je ne remettrai plus les pieds dans le pays. Enfin, ce n'était même pas une décision, mais je le savais, disons. Et effectivement, je ne suis pas retourné avant 91. Si, j'étais retourné encore une fois après, quand j'étais déjà au CNRS. Et là, ça a été encore le pire, d'ailleurs. C'était vers 1980, je crois, ou 81, je ne me rappelle plus. Et donc, non, de toute façon, on n'avait pas accès aux sources. Et oui, je me rappelle que quand même, on ne trouvait pas tout dans les bibliothèques françaises, bien sûr. Et quand même, j'avais un peu profité des bibliothèques pendant ce petit voyage de professeur. J'étais allé à la bibliothèque. Mais il faut dire que deux choses. D'abord, je n'étais pas un historien. Je n'avais jamais fait d'histoire, donc je suis entré comme ça. Pour faire une thèse de troisième cycle à l'époque, il fallait suivre 2-3 séminaires, mais l'école d'autres études actuellement, et puis ailleurs aussi, on est un peu plus exigeant. C'est-à-dire moi, il n'y avait rien de tout ça. Je suis arrivé comme ça par la bande. Je n'avais jamais vraiment fait d'histoire. Je me suis mis à lire de l'histoire soviétique, donc ce qu'il y avait à l'époque, et j'ai fait la thèse de façon un peu littéraire. C'est-à-dire, ce n'est pas une thèse d'histoire. Si je relis tout ça maintenant, je sais que ce n'est pas de l'histoire. Parce que c'est beaucoup trop impressionniste. Il faut quand même, je sais pas, il faut se mettre un peu les mains dans la glaise quand on fait de l'histoire. Je ne l'ai jamais tellement fait, mais là, vraiment pas du tout. Et puis il y avait un autre contexte, c'est que de toute façon, comme tu sais, quand on faisait de l'histoire de l'URSS particulièrement, mais même de la Russie, dans les pays occidentaux, on n'avait pas accès aux sources, réellement. Parce que même si on avait accès aux archives, ce qui était exclu, complètement exclu pour la période soviétique, hein, pratiquement, enfin complètement, pas totalement, mais enfin disons que c'était quand même une vaste plaisanterie, mais même si on avait accès à des archives, c'était des archives choisies par un archiviste qui apportait ce qu'il voulait. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pratiquement pas dire « je veux tel et tel dossier de tel fonds » en y arrivant. D'abord, il y avait très peu d'inventaires, parce qu'il n'y en avait pas. Enfin, on n'avait pas accès aux inventaires. Il y avait des guides des archives publiés, mais ils faisaient une description assez vague. Pour toute la période soviétique, comme tu sais, il fallait vraiment montrer patte blanche, complètement. Donc les historiens occidentaux qui travaillaient sur la période soviétique faisaient tout comme moi, mais ils faisaient mieux. Mais ils faisaient comme moi. Hein. Donc ils avaient recours à ce qu'ils pouvaient, des sources de substitution, c'est-à-dire tout ce qui a été imprimé, par exemple dans les années 20, c'est des années 20, les témoignages, des transfuges notamment, des enquêtes orales qui ont été menées, par exemple, c'était à Harvard, après la guerre, comment ça s'appelait déjà? Bon, pardon, déjà un trou de mémoire. Project, ça se termine par Project. Mais enfin bon, c'est très très connu. Ou les fameuses archives de Smolensk qui ont été exploitées comme on a pu. Voilà, qui avaient été emmenées par les Allemands, puis qui ont échoué aux États-Unis. Et donc on avait des sources de substitution, on bricolait avec ça. Et autour de ça, s'en développait un domaine qui n'était pas du tout le mien, ni maintenant, c'était disons, l'islam non arabe, on a appelé ça. Mais enfin, l'islam non arabe, c'est plus grand que ça. Mais disons, c'est quand même tout ce qui est eurasiatique, c'est-à-dire les Balkans et l'Asie centrale, en gros. Et Caucase aussi. Enfin, toute cette zone-là, des musulmans. Alors, il a attiré, Bennigsen a pas mal développé toutes ses études, il a attiré des gens comme Carrère d'Ancos, mais bon, c'est une autre histoire. Oui, parce que Bennigsen, si je me souviens bien, était un fils d'émigré ou émigré lui-même, donc russe. Oui. D'accord. Oui. Et donc, c'est tous ces gens qui créent en 1959, je crois, les cahiers du monde russe, c'est-à-dire la revue académique principale, aujourd'hui encore, d'études de l'Empire russe et du monde soviétique en France.
Oui, c'est ça. Enfin, pas tous les gens que j'ai cités, parce qu'il y en a qui ne sont pas entrés là-dedans. Mais bon, un bon paquet d'entre eux, en tout cas. Hein, ça, c'est vrai. Ce n'est pas la seule revue. Il y avait la vénérable revue des études slaves, mais celle-là était vraiment consacrée. C'était vraiment la slavistique, c'est-à-dire littérature, philologie, et voilà. Et donc les cahiers, oui, c'est 59, je crois, hein, c'est ça, 59, publiés par la 6e section. Oui, parce que ça faisait en fait partie de ce que Braudel voulait développer comme étude des arts culturels. Oui, tout à fait. Oui. Et il distribuait, Braudel. Par exemple, Jean-Louis Vorège-Morter, je ne sais pas si le nom te dit quelque chose, si. Que j'ai bien connu et que j'estime énormément, feu Jean-Louis Vorège-Morter, parce qu'il est décédé depuis pas mal de temps. Eh bien, il m'avait raconté, donc il avait fait une thèse interminable, et puis c'était un homme perfectionniste, et puis il était toujours dégoûté, on ne peut pas travailler sur l'histoire de la Russie, on n'a pas les sources, c'était toujours très très noir tout ce qu'il racontait. Et donc on lui a donné le commerce du blé sur la mer Noire. Si ce n'est pas brodélien, qu'est-ce qui est brodélien? Donc il distribuait comme ça les choses. Janin a eu la mer Baltique. Je crois avoir lu un petit discours de Braudel qui saluait la création, l'apparition du premier numéro des Cahiers du monde russe, et où il écrit « Il faut qu'on s'étudie, les Russes et les Français, parce qu'à force de s'étudier, on tend à se comprendre, et à force de se comprendre, on arrive presque à s'aimer. » Oui, c'est assez typique, parce qu'il y a eu des tentatives, il y a eu un recueil qui avait été publié avec des études conjointes, etc. Je ne me rappelle plus très bien, ça avait été publié en russe et en français, mais des historiens du RSS et des historiens de France y avaient contribué. Donc il y a eu pas mal de petites tentatives de ce genre, qui passaient aussi par d'autres canaux que les études de la Russie, puisque c'est l'époque Porchnev, par exemple. Donc, tout ça, ça passe. Effectivement, je crois que Braudel a beaucoup encouragé tout ça. Bon. Mais bon, après, peut-être même un petit peu avant, 91, mais enfin surtout dans les années 90, l'exercice, enfin les conditions de l'étude de la Russie changent de manière drastique. Et à ton avis, qu'est-ce qui était le changement principal ? L'ouverture des archives, sans doute? Non, la fin du régime soviétique. Je reste obsédé, apparemment. Je vais le traîner jusqu'à la fin de ma vie. Je suis persuadé que c'était un obstacle majeur. Majeur parce que, d'abord, on ne pouvait pas aller dans le pays, même avoir affaire à ce pays, sans passer par cette place centrale. Après, on pouvait essayer de prendre d'autres avenues, mais la place centrale était là, elle était absolument inévitable, même si on s'occupait du Moyen-Âge, je crois. J'exagère un tout petit peu, mais pas tant que ça. Parce que les contacts avec les collègues russes, c'était un vrai problème. Ceux qui disent qu'il n'y avait pas de problème, ce sont des gens qui manquent de sensibilité, à mon avis, ou qui se racontent des histoires. Le problème était déjà de franchir la frontière, le problème était de s'installer, le problème était de parler. Lorsqu'on a quelqu'un d'estimable, qu'on va voir, et qui, lorsqu'on lui demande qu'au fait, j'ai lu quelque chose sur les slavophiles qui m'a paru intéressant, qui tout à coup se raidit et qui dit les slavophiles, c'est une idéologie réactionnaire, qu'est-ce que vous voulez raconter après? Donc après, il faut avoir bu, il faut aller à la cuisine pendant je ne sais combien de temps, et il va commencer à parler des slavophiles. Mais enfin, avouez que ce n'est quand même pas des conditions de fréquentation intellectuelle très faciles. Et donc on avait toujours ça, c'est-à-dire un côté officiel totalement insupportable, appelons les choses par leur nom, avec une chape de plomb qui pèse sur tout le pays. Je crois qu'il y a peu de pays de l'Est qui ont connu la même chose, hein, même si on va voir ailleurs. C'était vraiment le cœur du système quand même. Hein. Et je ne dis pas que chez les autres c'était mieux forcément, mais enfin, le cœur était là. Et puis, il faut sortir de là, aller ailleurs. Mais ailleurs, on est à la cuisine, ça se passe ailleurs. On a vu quelqu'un qui a raconté des choses extrêmement intéressantes. Et puis on lit sa publication, ça commence par une citation de Lénine. Bon, d'accord, on passe. Et puis on voit quand même qu'il ne dit rien de ce qu'il vous a dit dans la cuisine. C'était quand même comme ça. Alors il y avait des domaines d'exception.
notamment en littérature, dans certains secteurs. Il y avait des gens comme Gourevitch, qui avaient une parole très libre. Il y avait Lottmann, enfin, il y avait des gens, bien sûr. Mais tout ça était quand même très en marge. C'était cette zone grise dont parlaient les Tchèques à une certaine époque. Et c'était vraiment très difficile d'éviter ça. Alors, je pense que sans un vrai commerce intellectuel, et je crois que Braudel se trompait là-dessus, hein, c'est pas une question de s'aimer. Et ce qu'il y a à comprendre, eh bien, c'est pas très rose. Sans un vrai commerce intellectuel, il n'y a pas d'études vivantes. Et c'est pas un hasard si tous les bons livres ou très bons livres qui ont été écrits sur la période de la Russie impériale ont été faits à l'étranger à cette époque. Je ne parle même pas du RSS, c'est évident, parce que là, vous pouvez citer peut-être 2 historiens de l'URSS de l'époque soviétique, peut-être même un seul, c'est Danilov. Mais qu'est-ce qu'il a subi? Et comment il s'est restreint aussi pour publier ce qu'il a publié. Et c'est le seul, il faut quand même savoir ça. Tout le reste, ça ne tient pas la route. Et même pour la période impériale, il y avait de très bonnes études, mais c'était un monde qui, je veux dire, ça s'arrêtait quelque part au niveau du cou. Hein. On ne sait pas où est la tête. Enfin, on la devine, la tête, mais elle n'a pas l'air de très bien fonctionner. Et je pense que c'est ça la raison, c'est-à-dire que le fait que la MSH, par exemple, la Maison des sciences de l'homme, donc Clemens Heller était assez génial pour ça. Il avait mis en place, avant la chute du régime, donc dès les années 80 surtout, hein, un système d'échange avec l'Académie des sciences où il a imposé non seulement d'envoyer qui il voulait en URSS, mais de recevoir qui il voulait. C'est-à-dire qu'il a reçu systématiquement tous les grands pontes, les apparatchiks de la science, mais en même temps, il a imposé de pouvoir choisir ceux qu'il invitait en France, et donc difficilement, très difficilement, mais quand même, dès avant 91, ça avait commencé, surtout pendant la perestroïka. Mais après 91, ça a été un flot continu, des tas de gens sont venus, et puis c'est ça, je crois, la condition majeure. Quant aux sources, c'est peut-être pas tellement à moi d'en parler, parce que pour la période soviétique, c'est évidemment ça qu'on attendait, l'ouverture des archives soviétiques. Et je me demande parfois si les changements n'ont pas été plus importants pour le reste, pour les autres périodes, que pour la période soviétique. Enfin, c'est peut-être un goût du paradoxe un peu douteux, mais je ne crois pas que l'histoire qu'on a écrite de la période soviétique soit très différente de ce qu'on écrivait avant. C'est-à-dire qu'elle est très différente en ce sens qu'elle a pris cher. Mais les grandes lignes de l'histoire soviétique, à mon avis, n'ont pas tellement changé. Elles sont là. Moi, quand je lis Khlevniuk, quand je lis Nicolas Vert, je trouve que c'est l'excellente histoire, parfois même formidable, hein, mais les cadres et le dessin général de ce qui s'est passé, c'est à peu près ce qu'on racontait dans les cuisines moscovites ou léningradoises, hein, en gros. Même l'histoire des quotas, par exemple, de la grande répression. On se demandait si c'était vrai ou non. Oui, c'était vrai, il y avait les quotas, mais on le savait. On le savait, mais on le trouve plus ou moins dans des témoignages de transfuges, mais on ne l'avait pas. Ce n'était pas documenté, comme ça l'est maintenant. Par contre, mais ce qui s'est passé pour le reste, je pense que la fréquentation, les fréquentations mutuelles ont fait d'abord que, et c'est valable aussi pour la période soviétique, que maintenant les historiens russes, toutes périodes confondues, sont au moins aussi bons que les Occidentaux, et en tout cas, ils ont une longueur d'avance. La longueur d'avance, ils ont les pieds dans les archives. Donc, ils en savent beaucoup plus que nous. Déjà qu'ils ont une très bonne formation, quand même, au départ, parce qu'ils font de l'histoire très systématique, donc ils connaissent vraiment bien l'histoire. Et en plus, l'apprentissage des langues étrangères, la fréquentation des universités occidentales font qu'ils sont au courant de l'historiographie actuelle. Et donc, souvent, c'est des gens qui ont vraiment une longueur d'avance sur nous, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, ils savaient beaucoup de choses, mais ils ne pouvaient pas l'exploiter. Donc, ça c'est bien équilibré de ce point de vue, c'est comme partout. Hein, on trouve encore beaucoup de gens aux États-Unis. Enfin, si vous cherchez des historiens de l'Allemagne, vous commencez par regarder du côté allemand, bien sûr. C'est à peu près pareil en Russie, je crois, maintenant.
Oui, je crois aussi. Si j'en crois à mes propres impressions, il y a vraiment une communauté. La communauté maintenant est totalement internationale et les Russes en font partie et absolument au même titre que tous les autres. C'est le même langage, justement. Il y a plus de disparité de langage que tu viens de décrire. Mais est-ce que tu crois que ça va s'arrêter? Ça peut s'arrêter maintenant avec les changements du régime qui sont quand même très sensibles. Et cette propension à s'emparer justement de l'histoire comme de l'outil, comme à la belle époque, de l'outil idéologique. J'ai tendance à croire que non, que ça ne peut pas s'arrêter, mais c'est peut-être un excès d'optimisme. Après tout, on s'est dit déjà ça beaucoup de fois dans l'histoire de la Russie. On avait parfois, souvent eu l'impression de mouvements irrésistibles. Au début du siècle, il avait assez cette impression quand même, au début du XXe siècle, qu'il y avait quelque chose qui est en train de se produire définitivement. Enfin, ça s'est produit pour une période assez longue quand même. Enfin, je veux dire, le fait que le régime étouffe la science historique, ça s'est produit. Ah oui, 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 tout à fait. Bah, je sais pas, moi, je suis plutôt pessimiste. Tu dis que tu es optimiste, mais moi, j'ai le sentiment que ça peut se reproduire encore nous. Oui, oui, je pense qu'il peut y avoir un... Enfin, c'est vrai que je ne suis pas ça d'assez près, mais je fréquente mes collègues quand même, plus ou moins, et j'ai l'impression qu'ils sont toujours pareils. Et ça, c'est un signe important. Pas quand ils parlent de politique, ils ne sont plus du tout pareils. Mais quand ils parlent de ce qu'ils font, j'ai l'impression que ça continue dans des conditions très normales, entre guillemets, si tant est qu'ils ne veulent pas se laisser séduire, ou s'ils n'ont pas envie de s'engager à avoir un rôle public, etc. Mais dans leur métier d'historien, j'ai l'impression que ça ne change pas tellement. On sort toujours librement, je crois, sauf erreur. Je ne crois pas qu'il y ait d'obstacle là-dessus. On y va librement aussi. Les archives continuent à fonctionner de la même façon. Pour la période soviétique, bien sûr, il y a des petites choses, mais il y en a eu dès le début, de toute façon. Hein, c'est jamais totalement facile. Et puis, il y a des institutions que tu connais bien, comme le ministère des Affaires étrangères, qui ne sont pas non plus des plus simples. Néanmoins, je dirais que si un jour, bien sûr, on ferme le pays comme on l'a fermé en 47-48, bon, alors là, oui, c'est fini. Là c'est sûr. Mais tant qu'il y a quand même une sorte de société civile, bon, on ne va pas appeler ça comme ça, mais enfin, des libertés qu'autrefois on appelait les libertés civiles, c'est-à-dire la liberté de se déplacer, la liberté d'acheter et de vendre, malgré la corruption, etc., que sur cette base-là, ça devrait suivre à peu près la même évolution, c'est-à-dire qu'il on voit bien qu'il y a encore des jeunes qui s'engagent à faire de l'histoire, qui font des choses, etc., donc ça, je ne crois pas que ça puisse s'arrêter, mais ce qui peut se produire quand même, c'est que certaines institutions peuvent péricliter ou être fermées, comme l'Université européenne, la VUSHKA, le Collège supérieur d'économie. Bon, ils savent nager aussi, hein, c'est-à-dire que c'est pas... Quand même, on ne les ferme pas facilement non plus. Non, mais... Oui. Non, mais moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que le pouvoir, justement, les collègues ne changent pas, c'est vrai, pour le moment en tout cas, parce que le pouvoir ne s'intéresse pas individuellement, en tout cas pas encore, voilà, aux personnalités académiques. Mais en revanche, il s'intéresse beaucoup aux produits de masse, à la para-histoire, à l'école, au manuel scolaire, à tout ce qui est la production médiatique qui touche à l'histoire, par exemple les films, le cinéma, et enfin aux institutions, donc l'université européenne, the Open European University à Saint-Pétersbourg. Donc c'est pas encore au niveau individuel, mais c'est un niveau supérieur, mais enfin c'est quand même très important. Et quant à l'école, à cette université qu'on appelle VUSHKA, l'université de recherche dite Haute École d'économie, moi j'ai l'impression que le régime maintient cette institution comme une sorte de vitrine face à l'Occident, où il impose même des pratiques académiques internationales, le peer review, des choses comme ça, des publications en anglais, mais voilà, c'est une vitrine.
on est comme tout le monde, on est très civilisé, on a des indices de publication. Je sais pas, mais j'ai quand même un sentiment de... Non, je crois pas que... Oui, bon, c'est vrai. Bon, de toute façon, on ne peut pas savoir, mais il me semble qu'il y a... Comment dire la vitrine ne pourra pas exister en l'air complètement. C'est-à-dire, si dans les universités de province actuellement, il n'y a plus personne qui m'écrit, il n'y a plus personne qui envoie une publication, il n'y a plus personne qui m'invite à faire je ne sais pas quoi. Bon, ça n'arrive pas tous les jours, mais disons, admettons, hein, ou toi. Alors là, on va dire oui, alors là, il y a des choses qui changent. Parce que si ça enferme, là, c'est fini. Mais actuellement, non, pas encore. Non. Pas encore. Non. Et je ne suis pas sûr qu'ils aillent jusque-là. Parce qu'on a un régime qui est quand même... il est moins intelligent que le régime chinois, que le Parti communiste chinois, mais il y a quand même des ressemblances, selon moi. Hein. C'est-à-dire, bon, vous ne sortez pas la tête, vous ne faites pas trop de politique. Là où il y a quelque chose d'en plus, les Chinois, c'est effectivement d'abord la propagande effrayante et l'idéologie, cette espèce d'idéologie nationaliste. Alors là, effectivement, c'est-à-dire, on voit bien que quand un historien a un rôle important, disons, public, c'est-à-dire pas seulement publier des livres, etc., mais faire quelque chose, alors là, on voit l'évolution. Là, on voit l'évolution, quand c'est des gens très convenables. Parce qu'en somme, les gens pouvaient faire quelque chose de très audacieux il y a encore 10 ans, hein, facilement. Maintenant, si on commence à parler, je ne dis pas de la Seconde Guerre mondiale, mais même de la Première Guerre mondiale publiquement, eh bien, même de la Révolution du 17. Oui, s'il fait quelque chose de relativement neutre, je dirais, enfin, c'est-à-dire pas trop mensonger, disons, à peu près décent, il est déjà très fier. C'est-à-dire que, je ne vais pas te citer de nom, parce que ça serait vraiment délicat, mais j'ai un exemple comme ça de quelqu'un qui disait très fièrement qu'il avait fait ça, et alors j'avais envie de lui dire, mais je ne l'ai pas dit, mais regarde ce que tu faisais il y a 10 ans. C'était à propos d'une exposition. Alors là, on voit bien l'évolution. Non, tu vois, tu n'es pas très optimiste. Oui, mais ça, c'est comment dire, c'est vraiment ce qu'on voit de loin, c'est la partie la plus émergée. Les gens qui travaillent comme toi et moi, je ne crois pas, hein, ça les concerne moins. Oui, ça les concerne moins. Ça, c'est sûr. Bon, en tout cas, je pense qu'on a de la chance de pouvoir travailler en France sur la Russie. En tout cas, c'est mon sentiment. Et j'espère que tu vas continuer aussi. Merci, surtout toi. Merci. Toi, tu vas continuer.